Bonjour messieurs. Bonjour Julien, bonjour Roland. Je vais faire les présentations. Roland Lehoucq, vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Bon, on vous connaît beaucoup pour vos actions, vos livres. Vous êtes auteur de livres également. Vous êtes astrophysicien d'abord, je rappelle. Absolument, je suis d'abord astrophysicien. D'abord et puis, astrophysicien. Aussi, j'ai beaucoup d'activités dans la diffusion des connaissances au sens large, dans l'enseignement, mais aussi vers le grand public. Vous enseignez à Sciences Po. À Sciences Po, au campus du Havre, et puis en master à l'Université de Paris. On enseigne l'astrophysique à Sciences Po? Non, ce n'est pas de l'astrophysique que j'enseigne. C'est des éléments de physique pour non-physiciens. J'appelle ça cours de physique pour futures présidentes. L'idée est de comprendre, de comprendre des éléments de physique, notamment tournant autour de l'énergie, du climat, de l'environnement. Des éléments de physique, de chimie, de biologie, mais plutôt de physique, qui servent un peu à comprendre les enjeux climat, environnement, énergie. C'est exactement ça. C'est de la vulgarisation. C'est la vulgarisation pour des futurs dirigeants, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ils ont vocation, ces jeunes gens, à Sciences Po, mais ailleurs aussi au master à l'Université de Paris, ils ont vocation à agir dans ces thématiques-là dans un avenir très proche. D'accord. Bon, vous êtes aussi auteur de pas mal de livres, quand même, à succès, de vulgarisation scientifique, D'où viennent les pouvoirs de Superman, Faire de la science avec Star Wars, ou encore Combien de doigts un extraterrestre. Enfin, il y en a toute une série. Comme ça, vous aimez bien, vous jouer avec la science-fiction, avec l'imaginaire pour transmettre... C'est un peu ma marque de fabrique d'utiliser la science-fiction comme base de travail pour parler de science, pratiquer les sciences, parler de science d'abord, les faits scientifiques, mais pratiquer les sciences, ça veut dire montrer en vraie grandeur, finalement, simplifié, bien sûr, parce que ce sera des sujets beaucoup plus simples, mais en vraie grandeur, ce que c'est que de faire des sciences, de faire de la recherche, et ce qu'est la démarche scientifique, finalement. C'est bien, parce qu'on va en parler dans cette émission, et vous nous avez préparé notamment un petit exercice que moi j'appellerais plutôt un jeu. C'est tellement ludique, mais c'est un petit exercice. C'est un exercice, ça sera un exercice, ça montrera un peu les ressorts mentaux à mettre en œuvre pour comprendre le monde. Exactement. Bonjour Julien Simon. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur à l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous travaillez particulièrement dans le domaine des technologies halieutiques, c'est-à-dire les technologies qui permettent de pêcher, c'est ça? Oui, alors les technologies halieutiques, c'est les techniques qui permettent de pêcher, mais également de recenser la ressource pour une gestion durable de la ressource. D'accord. Vous allez nous présenter un projet de recherche qui s'appelle Game of Trolls. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Trolls. C'est pas une série sur Netflix ou sur c'est inspiré, le nom est en effet inspiré de la série. Alors, Trolls, ça veut dire chalut en anglais, en fait. C'est ça. Donc, on est venu à nous, dans ce projet, amener de l'intelligence artificielle au chalut. Donc, Giving Artificial Monitoring Intelligence to Fishing Trolls, ça donnait l'acronyme Game of Trolls. D'accord. J'aime bien quand vous dites apporter de l'intelligence artificielle à un chalut, parce qu'on pourrait dire aussi un chalut intelligent, mais on imagine mal un chalut vraiment intelligent quand même. Oui, alors il y a tout un processus qui est amené à ce qu'on apporte de l'intelligence dans ce chalut. Et si vous voulez, je peux d'ailleurs vous rappeler, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache un petit peu ce qu'est un chalut, mais... Ah si, non mais on va y venir, on va y venir. On va commencer gentiment par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, puisqu'on en parle, j'aimerais qu'on écoute une de vos consoeurs, Roland, qui travaille au CEA Grenoble. Elle est ingénieure-chercheur en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, oui, il y a un phénomène de mode qui se produit, dans le sens où effectivement aujourd'hui on en entend parler partout, on en voit partout dans les médias. Marielle, 29 ans, et je suis ingénieure-chercheur en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de méthodes qui sont là pour venir extraire des informations dans des grosses bases de données. Mon métier, c'est le développement vraiment de méthodes, donc informatique, coder, travailler devant un ordinateur, pour développer les outils techniques d'analyse de données. Si je veux étudier un volcan, par exemple, je vais venir mettre des capteurs sur un volcan qui vont venir enregistrer tout un tas de données. Et moi, mon métier, après, ça va être de trouver les outils pour venir analyser ces données-là et dire, bon bah voilà, par exemple, là, on va avoir une éruption bientôt, c'est l'heure d'évacuer. Aujourd'hui, on a de plus en plus de montres et bracelets connectés. L'intelligence artificielle, ça va permettre de dire, là, la personne qui porte le bracelet est en train de faire une crise cardiaque. 90% de mon temps, je suis face à des problèmes que je ne comprends pas. Et mon boulot, en fait, c'est de faire des tests pour trouver des réponses. Et ce petit moment où ça marche, ça fait toujours plaisir. Ouais. Moi, j'aime bien le créneau de la recherche parce que c'est vrai que ça permet de rester plus curieux et de rester plus touche à tout. La vocation de la recherche, c'est quand même, une fois de temps en temps, de trouver des trucs qui vont servir au plus grand nombre par la suite.
curiosité, organisation et capacité à réagir face à des problèmes complexes. Le fait d'encadrer des étudiants, de donner des cours, de donner des séminaires, de vulgariser et de transmettre les résultats de notre recherche, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc travailler avec les ordinateurs, c'est bien, mais travailler avec des humains de temps en temps, c'est important aussi et ça fait du bien. Phénomène de mode, peut-être, l'intelligence artificielle. Non, on n'a pas tendance à mettre ce mot-là un peu à toutes les sauces, si j'ose dire. Oui, c'est depuis un certain temps, depuis quelques années, disons, on en parle beaucoup. C'est pas un sujet nouveau, hein. On en parlait déjà dans les années 60. Simplement, ce qui est plus nouveau, c'est que les méthodes utilisées et les couplées avec la capacité des ordinateurs modernes, tant en rapidité d'exécution qu'en stockage, eh bien, a permis de faire exploser ce domaine il y a quelques années, on va dire, peut-être une petite dizaine d'années, sachant qu'il existait bien avant, les questions se posaient bien avant cette période-là. Julien? Ouais, c'est vraiment en effet, les puissances de calcul qui sont aujourd'hui en croissance exponentielle qui permettent de diffuser cette technologie. Ouais. D'accord. Est-ce que ça déshumanise un petit peu les choses ou pas? Alors, déshumanise certainement, puisqu'avant les données étaient traitées à la main, hein. Il faut imaginer, avant les ordinateurs, on faisait les calculs à la main, par exemple, hein. Il faut imaginer qu'au bureau de longitude, hein, qui s'appelle maintenant l'Institut de calcul des éphémérides, ou au CERN, hein, les premiers ordinateurs au CERN, c'est des humains avec des règles à calcul. Et donc, du coup, il y a une situation, c'était les humains qui calculaient même des choses complexes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller évidemment au XVIIe ou au XVIIIe siècle, où on se dit, bon, évidemment, on faisait ça à la main. Et donc, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a un gros siècle, on était encore vraiment en calcul humain, 100% calcul humain, et puis petit à petit, les machines sont arrivées. Et puis ensuite, ces machines calculatrices, électroniques, ordinateurs, et puis maintenant, c'est des ordinateurs couplés avec des algorithmes extrêmement performants. C'est pas simplement l'ordinateur qui avait toujours un algorithme, quelque chose qui traite les données, mais les deux ont cru de façon, les capacités ont cru de façon si incroyable qu'on a maintenant des situations où les humains ne peuvent plus suivre. Il y a trop de choses à faire, trop de données à traiter, trop de masse d'informations à gérer. Donc il faut que ce soit la machine, il n'y a que la machine voilà, qui peut... un humain, et à force, mais même des centaines d'humains pourraient plus gérer ça. Mais il peut analyser derrière, il est là pour analyser quand même. L'humain, c'est lui qui fabrique la machine et qui fait l'algorithme. Voilà. Donc l'humain, il est là, il est au cœur du problème. D'accord. Avant de poursuivre, on va découvrir tout de suite une application très concrète de l'intelligence artificielle dans le domaine des sciences de la Terre. Et pour cela, on va aller à l'autre bout du monde. On va aller à Lima, au Pérou, pour rencontrer notre premier invité en duplex. Ouais. Et notre premier invité, c'est Quentin Blétry. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, vous êtes géophysicien, chargé de recherche IRD à GeoAzur, et vous allez nous présenter comment mieux anticiper les séismes et les tsunamis à l'aide d'une intelligence artificielle. Alors, peut-être pour commencer, c'est peut-être pas connu de tous, on va le rappeler, mais en fait, les séismes et les tsunamis, ce sont deux phénomènes qui sont étroitement liés, qui sont intimement liés. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà comment se produit un séisme ? Oui, alors un séisme, ça se produit quand vous avez deux blocs de roches qui bougent l'un par rapport à l'autre. Alors la Terre, elle est découpée en plein de blocs. Les plus gros, c'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques, mais il y en a à toutes les échelles, donc il y a des grandes, des petits. Et les blocs, ils bougent constamment un petit peu les uns par rapport aux autres, mais au niveau de leur interface, c'est-à-dire là où ils se touchent, la plupart du temps, ils ne bougent pas. Donc ça s'accumule, les pressions, parce que le reste bouge, et ça va se débloquer d'un coup, et c'est ce déblocage qui va créer un séisme le long de la faille. D'accord. Et donc c'est la rupture qui crée ce séisme. Alors, comment un séisme peut être à l'origine d'un tsunami ? Alors ça se passe donc le long des failles de subduction, c'est-à-dire les plus grandes failles du monde. Ouais. À l'interface entre les grandes plaques tectoniques, vous avez en général la plaque océanique qui descend sous une plaque continentale. Donc là, pareil, vous avez les plaques qui bougent les unes par rapport aux autres tout le temps, mais la plupart du temps, c'est bloqué au niveau de la faille, c'est-à-dire là où ça se touche, et ça va se débloquer. Et au moment où ça se débloque, la Terre sous l'océan va monter. Et du fait que le fond de l'océan monte sur des centaines de kilomètres pour les très grands séismes, l'eau qui est au-dessus, forcément, elle va monter aussi. Et elle va se retrouver au-dessus de son niveau normal. Et ça, la gravité, elle fait que ça ne dure pas très longtemps. Donc tout ce volume d'eau, cette masse d'eau qui flotte au-dessus du niveau de la mer, elle va se rééquilibrer. Et ce rééquilibrage, en fait, ça va faire une vague. Et cette vague, c'est un tsunami. D'accord. Juste une petite précision avant de continuer. C'est toujours un séisme qui est à l'origine d'un tsunami ?
Pas forcément. On peut aussi avoir des tsunamis d'origine de glissement de terrain. Quand vous avez un grand glissement de terrain dans la mer, pareil, vous avez un grand volume de roches qui va se retrouver dans la mer. Du coup, l'eau qui était dans la mer, elle est obligée de monter. Et pareil, ça peut faire un tsunami. Vous pouvez aussi avoir des chutes de météorites. Alors, il n'y a pas eu récemment, mais dans l'histoire de la Terre, il y en a eu des énormes qui ont fait. Donc non, c'est pas réservé au séisme, mais c'est ce qui est le plus fréquent. D'accord. Alors en fait, finalement, ce sont les tsunamis qui sont souvent qui provoquent le plus de dégâts et aussi de victimes, contrairement au séisme. C'est d'ailleurs ce que nous a rappelé le séisme en mars 2011, qui a produit un grand tsunami et qui a été à l'origine de la catastrophe de Fukushima au Japon. Le problème aujourd'hui, c'est que finalement, on ne peut pas réellement prédire les séismes. On parle plutôt d'alerte précoce, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors prédire les séismes, ouais, ça serait vraiment bien, ça limiterait énormément le nombre de morts. Mais on a tout essayé. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de signaux précurseurs, il n'y a pas de choses spéciales qui se passent qu'on pourrait observer dans les sismogrammes avant un séisme. Donc quand ils arrivent, on est toujours surpris. On n'arrive pas à les prédire. Ouais. C'est déjà trop tard, ouais. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on regroupe sous le terme d'alerte précoce. C'est tout ce qui peut se faire une fois que le séisme a commencé. Avant qu'il commence, pour l'instant, on ne sait rien faire. On commence à faire des choses du moment où ça se déclenche. D'accord. Alors, pour faire cette alerte précoce, on s'appuie sur les ondes sismiques. Il en existe plusieurs sortes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces différentes sortes ? Décrivez-nous-les. Ouais, alors donc les premières qui arrivent, c'est toujours les ondes P, des ondes de compression, des ondes qui, comme un accordéon, qui font ça s'étend, ça se compresse, ça se dilate. On les voit en orange sur le graphique, là, ouais. C'est ça. Donc c'est les plus rapides qui voyagent à peu près à 6 km par seconde. C'est quand même très rapide, 6 km par seconde, mais c'est pas instantané. Et ça, c'est une chose qui est positive parce que ça veut dire que nos systèmes de télécommunication qui voyagent à la vitesse de la lumière peuvent aller plus vite. C'est-à-dire que quand on commence à capter les premières ondes sismiques sur les capteurs les plus proches de la source, ça laisse du temps pour envoyer le signal à un centre de traitement de données qui va pouvoir essayer d'estimer une magnitude pour lancer une alerte ou pas aux régions un peu plus éloignées que les capteurs, sachant que ça va être l'histoire de quelques secondes. Et aussi, autre chose qui est intéressante, c'est que les ondes les plus destructrices en général sont les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement, un peu comme un serpent, qui arrivent un peu plus tard, et donc ça laisse encore un petit peu de temps. Mais on parle, dans le meilleur des cas, que de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Et ensuite, dans le cas d'un séisme en mer, vous avez le tsunami qui va arriver, qui lui prend plusieurs dizaines de minutes. Donc là, on a un peu plus de temps pour l'alerte. D'accord. Alors en 2017, il y a eu une découverte majeure qui, si j'ose dire, a fait l'effet d'un séisme dans le domaine, puisqu'on a découvert un nouveau type d'onde, enfin en tout cas qui était inconnu jusque-là. Ce sont les ondes PEGS. C'est bien ça ? On appelle ça les ondes PEGS ? Oui, alors on les appelle PEGS pour Prompt Elastogravity Signal. En français, on vulgarise souvent ça sous le terme d'onde gravitationnelle parce que c'est vraiment une histoire de gravité. En fait, quand un grand séisme se produit, il bouge une énorme masse de roches. Ouais. Et donc, quand vous bougez une énorme masse de roches comme ça affecte le champ de gravité terrestre. Et donc, cette perturbation du champ de gravité terrestre va se propager comme une onde gravitationnelle. Et donc, ça veut dire à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'on les reçoit, qu'on peut les enregistrer avant les ondes sismiques, puisque la gravité voyage beaucoup plus vite que les ondes sismiques. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on voyait sur le schéma, là. C'est une découverte assez récente. On était passé à côté depuis toujours, parce que le signal est extrêmement faible. Il est tout petit. Il est 6 ordres de grandeur plus faible que les ondes sismiques. C'est ce qu'on voit à droite du trait noir. C'est ce qu'on voit en gras, en rouge, en gras. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc avant le trait noir, c'est le début du séisme. Donc avant, on voit du bruit, c'est normal. Et après, on devrait voir aussi du bruit parce qu'il faut attendre que les premières ondes sismiques arrivent. Et là, on a coupé les formes d'ondes au moment où les ondes sismiques doivent arriver. Donc tout ce qu'on voit avant en gras, ça devrait être du bruit, mais vous voyez qu'il y a une structure dans le signal. Il se passe quelque chose ici. Et ce quelque chose, c'est les ondes gravitationnelles. D'accord. Et simplement pour expliquer aux gens qui regardent aussi, pourquoi il y a différentes lignes, c'est simplement parce qu'il y a différentes stations qui enregistrent ces fameuses ondes à différents endroits. Alors, vous avez réussi à entraîner une intelligence artificielle pour détecter ces ondes. Comment ça fonctionne ? Alors, l'idée, c'est d'extraire le signal qui est contenu dans ces formes d'ondes pour estimer le plus rapidement possible la magnitude d'un séisme.
Alors vu que pour que ça marche, pour qu'on voit ce signal, il faut que le séisme soit énorme. C'est quelque chose qu'on pense peut marcher pour les très grands séismes, pour pour estimer le tsunami. Et donc notre algorithme d'intelligence artificielle, il va scanner les formes d'ondes qui se passent en direct, donc ce qu'il enregistre en direct. Ouais. Et quand il voit une structure comme celle que je vous ai montrée, il va directement associer à cette structure une magnitude du séisme et une localisation. D'accord, il fait une association. Pouvoir donner, voilà, il fait une association en temps réel, ce qui va nous donner du temps pour éventuellement alerter les autorités. D'accord. Et alors là, justement, le graphique qu'on a vu passer très rapidement, finalement, c'était, on voyait donc la simulation, ce que donne finalement l'algorithme. C'est en les traits noirs et pointillés, hein, c'est ça? Alors là, c'est pas l'algorithme, c'est juste une modélisation. D'accord. Donc qu'on fait avec des équations. C'est-à-dire Ouais. qu'un signal gravitationnel, on sait théoriquement modéliser comment ça se passe. Et donc vous voyez en noir, c'est le modèle pour le séisme de Tohoku, donc qui était à l'origine de ce signal. Et en rouge, c'est la donnée. Donc vous voyez que ça correspond très bien. Et donc ça veut dire qu'on sait modéliser ce signal. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez la courbe pointillée bleue, c'est la même chose si on simule pour un séisme de magnitude 8.5 au lieu d'un 9, parce que ce séisme-là est un magnitude 9. Et vous voyez que c'est clairement différent, ce qui veut dire qu'il y a de l'information dans ce signal sur la magnitude du séisme, et ceci avant les premières ondes sismiques. Donc c'est vraiment intéressant pour faire de l'alerte. D'accord. Alors j'ai deux dernières petites questions avant de conclure. Combien de temps on peut gagner avec cette méthode? Alors combien de temps on peut gagner, c'est difficile à évaluer. L'idée, c'est dans ce cas précis, pour estimer le tsunami, c'est que ça soit fiable déjà. Et avec cette méthode, ça a l'air d'être plus fiable qu'avec les méthodes traditionnelles, parce que les instruments ont tendance à saturer pour des séismes de très grande magnitude. L'idée ici, c'est vraiment d'arriver à faire la différence entre un magnitude 7 qui ne va pas produire de tsunami et un magnitude 9 pour lequel il faut tout arrêter parce que ça va faire des dégâts considérables et par exemple casser une centrale nucléaire. Voilà. Vous montrez ça, c'est une très bonne transition. Donc vous voyez en marron, donc en jaune d'abord, c'est la magnitude de ce séisme, donc du Japon en 2011, en temps réel. Donc un séisme de magnitude 9, c'est pas instantanément un séisme de magnitude 9, il faut le temps que ça grossisse, ça prend quelques minutes. Vous voyez ici que ça devient magnitude 9 seulement au bout de 120 secondes. 100 secondes, ouais. Ouais, un peu plus. Et donc, en marron, vous avez l'estimation en temps réel du système japonais de l'époque, en 2011. Et vous voyez qu'à partir de 8, il n'arrive pas à dire que c'est plus gros que ça, parce que les instruments saturent. Et donc, pendant même plusieurs heures, il a quasiment fallu une journée pour se rendre compte que c'était un magnitude 9. Donc, au bout d'une journée, le tsunami il était déjà arrivé. Et vous voyez qu'avec notre algorithme d'intelligence artificielle qu'on a développé, ça nous donne le résultat en bleu. Et donc, assez vite, au bout de 120 secondes, on sait que c'est un magnitude 9. C'est quasiment du temps réel, presque. Quasiment du temps réel. Du temps, ouais, c'est du temps réel. Donc là, on a un petit décalage. Mais oui, c'est un petit décalage qui vient du fait qu'on a besoin d'attendre que le séisme ait atteint une certaine magnitude avant de voir le signal. D'accord. En tout cas, magnitude 7, il ne le voit pas. Chaque seconde compte. Dernier mot très rapidement. Vous êtes donc au Pérou pour une mission. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots? Pourquoi vous êtes dans ce pays? Alors, la raison principale, c'est qu'il y a des énormes séismes dans ce pays. Et en particulier, on attend un très gros séisme au large de Lima. Et donc, avoir un système d'alerte, en particulier pour les tsunamis, ça pourrait vraiment être utile ici. Et donc, je suis venu travailler avec les collègues péruviens pour développer l'algorithme un peu plus et l'installer au Pérou. Très bien. Mais merci beaucoup, en tout cas, Quentin, pour toutes ces explications. Et je vous propose que maintenant, on retrouve Fred et ses invités en plateau. Oui, merci beaucoup Quentin. C'est intéressant dans tous les domaines. On est dans le domaine des sciences de la Terre. Oui, bien sûr. On voit que cette capacité à traiter les données rapidement et dans ce cas-là, évidemment, c'est extrêmement intéressant, sans aucun doute. Ouais, Simon. Oui, c'est vrai qu'on ne s'attend pas toujours à des domaines dans lesquels on se dirait il n'est peut-être pas voué à ce qui est de l'intelligence artificielle, et pourtant dans tous les domaines on arrive à utiliser l'intelligence artificielle. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des capacités quand même et des puissances de calcul qui permettent d'avoir. Oui, bien sûr, il faut des grosses puissances de calcul, il faut aussi des gros flots de données, parce que si vous avez que 2-3 données, vous pouvez le faire à la main, à la limite. Donc évidemment, en équipant avec des capteurs toujours moins chers, toujours plus nombreux, toujours plus précis, eh bien, on a des
des quantités de données absolument considérables, hein. Si on prend par exemple en astrophysique, les nuits d'observation maintenant, ce qu'on appelle les surveys, où le télescope tourne et balaye le ciel C'est ça. régulièrement, simplement pour photographier tout ce qui s'y passe et puis ensuite de vérifier s'il n'y a pas de changement d'une nuit sur l'autre, quelque chose Donc qui a bougé. l'astronome n'a plus besoin derrière, Ben, il y a d'être derrière la des- machine. Oui, enfin, plus tout à fait l'œil oculaire depuis bien longtemps, Ouais. mais là, il y a des systèmes automatiques, alors par des astronomes qui sont là, qui s'assurent que tout se passe bien, mais qui sont des astronomes qui sont des professionnels de l'opération de la machine. C'est plus l'astronome ou l'astronomeux Ouais. demandeuse Ouais. de l'observation qui est là derrière la machine, et ça produit des téraoctets d'informations par nuit d'observation. Donc fouiller là-dedans, évidemment, ça prend du temps. On ne peut pas faire ça à la main. Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle dans le domaine de l'environnement aussi, Simon, on va en parler, et de la pêche en particulier, puisque vous êtes en train de travailler sur un projet d'intelligence artificielle adapté à un chalut. Alors, vous le disiez tout à l'heure, allez-y, c'est quoi un chalut? Racontez-nous. Ouais, alors un chalut, c'est finalement, on pourrait faire une analogie avec une épuisette un petit peu, hein. C'est comme quand on est petit et qu'on va dans la mare, à la plage. C'est une grosse c'est une épuisette. très grosse épuisette, voilà. Et donc en fait, Ça passe au fond. on remorque cette épuisette derrière le bateau. Alors il y a deux types de chaluts. Il y a le chalut de fond et le chalut pélagique. Le chalut de fond donc, va toucher le fond pour capturer des espèces posées sur celui-ci, comme la langoustine ou la baudroie par exemple, ou la sole. Et le chalut pélagique, des espèces donc, qui sont situées entre le fond et la surface. Et donc là, ce chalut ne touche pas le fond. Mais Oui. dans tous les cas, en fait, le gros désavantage qu'a le chalut, c'est que cette épuisette, on la remorque pendant des heures et on attend de remonter le chalut sur le pont du bateau pour faire le tri entre les espèces qu'on ciblait et qu'on ne ciblait pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes. Quand on va sur un bateau, d'ailleurs, comme ça, c'est étonnant de voir à quel point, quand on ouvre le chalut, la quantité de poissons qu'on rejette à l'eau derrière. C'est énorme. Oui, alors ça dépend des pêcheries, hein. Il y a des pêcheries qui sont très ciblées et qui arrivent à cibler vraiment les espèces que le pêcheur voulait garder. Et il y a d'autres pêcheries, en effet, où il peut y avoir des taux de rejet assez importants, atteignant les 50-60%. Donc c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire et où on s'est posé la question. Il y a deux problèmes. D'abord, de vraiment rafler, si j'ose dire, toutes sortes d'espèces et puis de les rejeter à l'eau. Et ensuite, quand même, de gratter le fond, quoi, sérieusement. Oui, alors c'est vrai que le chalut de fond a ce désavantage supplémentaire d'en plus toucher le fond. Alors selon les zones qui sont travaillées par les pêcheurs, c'est vrai que les fonds sont déjà tellement pratiqués que finalement, par exemple en Bretagne, dans le sud de la Bretagne, on a ce qu'on appelle le golfe de Gascogne, Ouais. qu'on appelle la Grande Vasière. C'est une grande étendue de vase. On pourrait un peu faire une similitude avec par exemple le désert. Un désert, c'est un désert de sable ou en tout cas ici de vase. D'accord. Donc vous essayez, enfin vous êtes en train de mettre au point un chalut qui pourrait permettre de cibler les espèces. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le tri, parce que évidemment les pêcheurs n'ont pas les yeux sous la mer, donc ils ne savent pas ce qu'ils pêchent, le tri ne se ferait plus sur le pont, mais se ferait sous l'eau, au fond. Alors c'est exactement l'idée du projet. Alors on y travaille en ce moment avec les collègues de Lorient et de Brest et aussi de Vannes, un labo spécialisé en intelligence artificielle, l'IRISA. Donc là l'objectif de ce chalut, c'est vraiment de mettre une caméra dans le chalut. Donc soit on vient mettre cette caméra devant le chalut ou Voilà, à l'intérieur on du voit chalut. quelques images de synthèse à C'est d'outre-mer. exactement, oui. Et donc, plutôt que d'être toujours en permanence en contact avec le fond, on se dit que si l'intelligence artificielle est capable de détecter en temps réel les espèces qui se trouvent donc devant le chalut. Et là, il n'y en a plus d'ailleurs, donc on voilà, voit, c'est il ça. Et s'est mis en il se met en position. mode vol, c'est exactement ça. Donc l'intelligence artificielle pilote en temps réel le chalut pour le mettre en mode soit vol, soit en mode pêche, de sorte à ce que le chalut ne soit plus en contact avec le fond à 100% du temps. Comment vous faites, dans les grandes lignes, le principe pour reconnaître les espèces? Eh ben, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme l'intelligence, on va dire, humaine, hein. Finalement, ce qu'on a fait, c'est que c'est comme pour un enfant, on lui a montré des milliers d'exemples. On va avoir des images. Voilà, tout à fait. On lui a montré des milliers d'exemples de poissons, de sardines, de chinchards, de langoustines. Et donc, à force de lui montrer des espèces pour lesquelles on lui dit quelle est cette espèce, eh ben, il finit par lui aussi reconnaître automatiquement, à les classifier. Donc à force d'exemples, on finit par entraîner la machine, sauf que la différence entre une machine donc, et un enfant, c'est que la machine ne rechigne pas à apprendre toujours plus. Alors, il y a différents types de capteurs aussi, parce que c'est déjà bien de reconnaître l'espèce, enfin le poisson. On peut reconnaître aussi la taille, on peut...
Alors, on peut avoir une estimation de taille selon la distance entre la caméra et l'objet. Alors là, c'est ce qu'on appelle de la stéréo vidéo. On a donc, dans notre cas, dans ce chalut, on a mis deux caméras. Et donc, enfin, deux caméras. Et donc, en faisant un petit calcul de triangulation, on arrive à estimer la distance entre la caméra et l'objet, donc là, le poisson, et à estimer une taille. D'accord. Vous nous avez envoyé des images aussi un petit peu intrigantes. On est au fond. Là, j'aimerais que vous nous racontiez ce qu'on va voir sur ces images. Voilà, là, il y a une caméra qui se promène au Oui, fond. alors c'est un là, peu sombre. faut s'imaginer un petit peu que là, on est sous l'eau, dans le chalut, et donc là, on voit les yeux qui voient en temps réel ce qui se passe. Donc là, avec la caméra, on voit en temps réel ce qui se passe devant le chalut. Et donc, on a un système d'intelligence artificielle qui est capable de détecter, de classifier ce qu'il y a devant cette caméra. Et donc, quand il n'y a rien, comme en ce moment, on peut mettre le chalut en mode survol du fond marin et éviter d'avoir un impact sur le fond marin. Et dès que des espèces ciblées sont détectées, comme les langoustines, comme on a pu le voir Là, tout à c'est l'heure. des Des langoustines, langoustines, qu'on a c'est ça, vues, voilà, qui en sortent rouge. de leur terrier, hein, elles Qui vivent étaient dans un voilà, terrier. c'est exactement ça. Et donc, quand on les détecte et qu'on est capable on est capable de piloter un moteur. Là, tac, Voilà, c'est ça. on Voilà. les voit. Ah, Donc et là, sur quand on les image. voit, on envoie un signal à des moteurs pour leur dire vous mettez le chalut en mode vol, en mode pêche. Et donc, on vient juste cueillir ces langoustines ponctuellement et donc on réduit considérablement l'impact sur le fond marin. D'accord. Les langoustines, elles vivent dans un terrier. Elles sortent quand tôt le matin, c'est ça, pour manger? Non, c'est pas ça. Elles Alors, sortent de leur en effet, il y a des heures un petit peu où elles sont plus à l'extérieur des terriers qu'à l'intérieur. Et Ouais. c'est vrai que les pêcheurs ont remarqué que tôt le matin et tard le soir, il y avait des pics de capture de langoustines. Bon, plus globalement, si tous les bateaux étaient équipés de ce genre de chalut, ça permettrait quand même d'avoir en temps réel quasiment un impact sur les ressources. Oui, alors on pourrait imaginer en effet à terme d'avoir du monitoring finalement in situ, donc dans l'océan de toute une flottille de bateaux donc on aurait de la donnée en temps réel de où et quand se trouve telle ou telle espèce. Et donc on pourrait remonter de l'information beaucoup plus précise, à la fois spatio-temporelle, pour ensuite donner ces infos à nos collègues chercheurs pour les estimations de stock. C'est énorme. Donc à terme, on n'y est pas encore, mais ça permet quand même de connaître les stocks et d'essayer de préserver les ressources. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, en tout cas, même si là on parlait un petit peu d'un quelque chose de plus dans le futur, aujourd'hui on commence déjà, nous, à Ifremer, par exemple, à commencer des campagnes d'évaluation de stock de différentes espèces par vidéo, donc de façon non destructive et non sans sortir forcément les individus qu'on cherche à estimer de leur milieu. Donc la D'accord. vidéo, on fait ce qu'on appelle des transects, donc des enregistrements vidéo de plusieurs minutes sur des milliers de points ou en tout cas des centaines de points d'échantillonnage. Mhm. Et c'est ce qu'on va avoir donc des milliers d'heures d'enregistrement. Et donc là encore, ça donne beaucoup de boulot aux scientifiques au labo pour analyser toutes ces vidéos. Et c'est là que l'intelligence artificielle vient aussi pour essayer de faire le boulot de façon automatique. D'accord. Vous mettez ces filets au point au bassin d'essai de Lorient, d'Ifremer, c'est ça? Oui, alors pour éviter... D'ailleurs, vous êtes là-bas, vous travaillez là-bas à Lorient. Oui, on est au laboratoire d'Ifremer de Lorient et donc on a un bassin d'essai qui nous permet donc de faire On le voit en des image. essais. Voilà. Mhm. Ça nous permet de faire les réglages des engins de pêche. Et là, ce qu'on peut voir à l'image, c'est donc un engin, donc le chalut intelligent qu'on a développé dans le projet Game of Thrones, Ouais. qui est donc équipé là d'un gros boîtier noir dans lequel il y a les caméras et donc un GPU embarqué, donc le cerveau finalement du chalut. Et donc en temps réel, là, on peut classifier ce qu'il y a devant. Et donc là, dans ce bassin, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire des essais de mise en œuvre pour essayer de comprendre l'influence de tel ou tel réglage, essayer de comprendre le temps de réaction du système. Et donc ça nous permet d'avoir des essais à plus bas coût, puisque finalement aller en mer, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Et là, le fait d'avoir ce bassin, ça nous permet aussi de décarboner aussi les essais, puisque finalement, ces essais sont faits grâce juste à un moteur électrique. Ça nous évite d'aller Évidemment, ouais. en mer. Mais malgré tout, vous êtes bien obligé de les tester en mer, dans des conditions réelles. D'ailleurs, vous revenez d'une mission, vous nous avez rapporté des images qu'on va voir là. Donc, Oui, alors évidemment, on ne peut pas se contenter de rester au bassin d'essai. On va forcément des fois en mer confronter nos développements sur des bateaux professionnels. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est des premiers essais qu'on a fait en mer, du chalut qui survole le fond quand il n'y a aucune espèce détectée. Et quand on voit donc des espèces qui sont détectées comme étant ciblées par le pêcheur, normalement, le chalut vient se mettre en mode pêche et donc vient toucher le fond marin. je ne vous demande pas de secret, mais vous êtes à quel stade après ces quelques essais? Ça marche comment?
Pour l'instant, on voit que le système fonctionne dans des mésos assez clairs et on a quand même vu qu'il y avait un verrou technologique sur les milieux très turbides. Et donc, on travaille sur des méthodes pour essayer de rendre le système moins Ok. sensible à la turbidité de l'eau. Je comprends. C'est pour ça que vous voulez aller le tester en Polynésie et pas en Bretagne. Voilà, entre autres. D'accord, entre autres. Alors, l'objectif, c'est de transférer les premiers prototypes quand? Et puis, on pourrait imaginer que les pêcheurs en soient équipés dans Alors combien de temps? là, ce projet a été initié en janvier 2019 et donc se termine en juin. On a eu l'accord de nos financeurs pour normalement continuer ce projet jusqu'à fin 2023. D'accord. Et on espère justement que d'ici fin 2023, on sera prêt à envoyer quelques unités en production pour avoir vraiment de... Ça va vite. Alors ça sera Bon, de l'industrialisation quand à petite échelle, Faut- c'est-à-dire que ça sera Oui. des bateaux pilotes pour faire les essais et avant de vraiment diffuser ça sur tous les navires, on va plutôt attendre, je pense, les débuts 2030. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et les poissons aussi vous disent merci, je suppose. C'est intéressant, on voit dans tous les domaines hein, quand même. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de voir aussi sous l'eau, parce que les images que vous avez sur le chalut et tout nous permettent d'être vraiment au fond et de voir comment l'engin se comporte, quoi. Bon, alors les nouvelles technologies numériques et les réalités immersives au service de la formation, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors la direction, le lab Innov, c'est ça, on va dans un laboratoire d'innovation digitale situé à Rueil-Malmaison en région parisienne. Exactement, et c'est là qu'on retrouve Clément Cahagne. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur pédagogique au Labinov, comme l'a dit Fred, le laboratoire des cultures digitales de IFP Énergie Nouvelle et qui est hébergé à IFP School. Alors, ensemble, on va découvrir des nouvelles formes de pédagogie basées sur la réalité immersive. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu où vous êtes ? Oui, bien sûr. Donc, on est dans un espace un peu spécial de l'école qui s'appelle IFP School. Donc, cet espace, c'est le Lab VR. En fait, c'est un espace qui a été nouvellement construit et qui est designé pour pouvoir réaliser des formations immersives, donc avec des technologies dites de réalité virtuelle, donc avec des casques et des contrôleurs comme ce que vous voyez actuellement à l'écran. Là, en ce moment, il y a d'ailleurs un cours qui est en train de se réaliser. Vous voyez 3 étudiants derrière moi et un enseignant qui sont en train de réaliser un cours en réalité virtuelle. D'accord. Et alors, quelle sorte d'expérience virtuelle ils sont en train de vivre ? Alors là, ils sont en train, par exemple, de démarrer des équipements industriels. Donc, c'est des gestes métiers qu'on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir faire de manière simple. C'est assez rare, en fait, de pouvoir aller sur des sites industriels pour s'entraîner et pour monter en compétences. Donc, on a créé ce module en réalité virtuelle pour qu'ils puissent tout simplement s'entraîner au démarrage d'équipements, à l'arrêt d'équipements et à la permutation également d'équipements. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme manipulation ? Alors, ouais, concrètement, ils sont autour d'un équipement qui s'appelle une pompe centrifuge et ils vont en fait essayer de faire la procédure de démarrage en devant vérifier des choses avec leur contrôleur, ouvrir des vannes, fermer des vannes, démarrer le moteur électrique, appeler une salle de contrôle. Enfin, voilà, ils sont vraiment immergés dans cet environnement virtuel et ils doivent faire finalement comme s'ils étaient sur un site industriel en vrai. D'accord. Alors, à qui s'adressent ces modules de réalité immersive ? Alors ici à IFP School, on forme des étudiants, donc c'est une école de spécialisation, enfin d'application. Donc on forme des étudiants, environ 300 à 350 par an, qui sont déjà ingénieurs et qui viennent se spécialiser dans des domaines bien précis. Dans école d'application, voilà, il y a application, donc l'objectif c'est vraiment de les faire monter en compétences. Ils ont déjà énormément de connaissances, ils sont déjà tous ingénieurs. Le but du jeu, c'est non pas de leur apporter des savoirs, bien sûr on leur en apporte, mais c'est surtout d'aller toucher, d'aller adresser des savoir-faire et des savoir-être. Donc voilà, c'est nos étudiants, nos 350 étudiants par an qu'on vient former sur ce savoir-faire et sur ce savoir-être. D'accord. Alors, un des avantages de la réalité immersive, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que finalement, on peut aller sur des endroits qui sont difficiles d'accès ou dangereux. Mais quels sont les autres avantages plus pédagogiques de cette forme de réalité immersive ? De cette modalité pédagogique. Alors Ouais. en fait, il y a pas mal d'avantages. En effet, on l'a dit, ça permet d'aller sur des situations qui sont rares, chères, dangereuses. Donc voilà, on peut pas imaginer par exemple venir opérer des patients tous les jours. Donc la réalité virtuelle, ça peut être une technologie qui permet d'opérer, on va dire, sans risque des patients.
Les autres avantages, c'est qu'on vient, et j'en ai un petit peu parlé juste avant, on vient toucher des compétences. Donc on n'est plus seulement sur le niveau du savoir, mais on monte vraiment sur des niveaux de savoir-faire et de savoir-être. On met les étudiants en action, on met les apprenants en action, et on sait également que cet apprentissage par l'action, ça va favoriser l'ancrage et la rétention des informations. Donc on a vraiment des bons retours de la part de nos professeurs qui utilisent ces modalités pédagogiques, parce qu'on vient vraiment ancrer les savoir-faire dans la tête de nos apprenants. Ok. Et enfin, on se souvient mieux quand on le fait par soi-même, quand on le pratique, c'est ça? Ouais, tout à fait. On se souvient toujours mieux quand on vient mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire ainsi. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est on vient faire quelque chose et on va forcément mieux s'en souvenir à la sortie. Un autre gros avantage aussi pour cette modalité pédagogique, c'est qu'elle génère beaucoup d'émotions. Alors de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, mais en tout cas, voilà, quand on met ce casque de réalité virtuelle, qu'on s'immerge dans des modalités, enfin dans des univers divers et variés, et on vient faire des manœuvres, par exemple, comme ce que sont en train de faire les étudiants derrière nous, ça va générer des émotions, et on sait également, et ça a été montré dans de nombreuses études, que ces émotions, elles vont finalement favoriser la rétention des informations. D'accord. Alors ces formations, elles se prêtent bien à certains domaines, là où on a besoin d'apprendre des techniques, des pratiques, et moins à d'autres, notamment je pense à l'économie. Comment vous mettez en place finalement ces formations? Ouais, c'est une bonne question. En fait, la première chose qu'on fait, donc quand on travaille avec nos enseignants ici à l'école, c'est de se poser la question, est-ce que la réalité virtuelle, c'est vraiment une modalité pédagogique qui est adaptée finalement à ce qu'on veut transmettre? Alors, on sait, hein, la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est encore une modalité qui est chère, qui nécessite pas mal de développement, à la fois pour les experts, mais aussi pour les ingénieurs pédagogiques ou pour les sociétés qui travaillent avec nous. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment un réel besoin de cette modalité pédagogique, ou est-ce que finalement, on peut pas atteindre les mêmes objectifs pédagogiques avec, je sais pas, des vidéos, des modules asynchrones, enfin, on peut imaginer beaucoup de modalités pédagogiques différentes finalement, et certaines seront peut-être aussi efficaces pour atteindre cette montée en compétences de nos apprenants. Donc la première question à se poser, c'est vraiment ça. Ce qu'on veut éviter, c'est aussi l'effet waouh. Ouais. La réalité virtuelle, c'est bien, c'est sympa, mais le but du jeu, c'est pas forcément d'avoir cet effet waouh. Nous, notre but, c'est de transmettre des compétences à nos apprenants. D'accord, on ne fait pas de la réalité virtuelle simplement pour le fait d'avoir un casque sur la tête parce que c'est marrant. Il faut vraiment un intérêt derrière, on a bien compris. Alors, quel retour vous avez de la part des enseignants et puis même des étudiants qui utilisent ces technologies? Alors, si je commence par les étudiants, on en a eu une dizaine cet après-midi qui sont venus pratiquer ici dans le labo de réalité virtuelle. Les retours, ils sont plutôt très bons. Alors, on a des étudiants qui sont entre, on va dire, 23 et 25 ans, qui aiment en général plutôt bien les nouvelles technologies. Donc, cette modalité pédagogique, elle se prête plutôt bien. Mais c'est vrai que le retour est excellent parce qu'on change aussi des modalités plus classiques, magistrales, où on va avoir un enseignant en face de soi qui divulgue du savoir. Je dis pas que c'est pas une modalité qui est bien, je pense que c'est très bien, mais cette modalité de réalité virtuelle, en tout cas, elle va amener d'autres choses. Du côté des enseignants, des professeurs, le retour est aussi très positif et on a pu le prouver notamment l'an dernier. En fait, on a fait réaliser des modules à des étudiants ici dans ce labo de réalité virtuelle avant de les envoyer sur le terrain. Alors sur le terrain, l'idée c'était finalement ils auraient pu refaire la même chose que ce qu'ils ont fait ici en réalité virtuelle, Ouais. mais le retour des professeurs ça a été vraiment que ils étaient beaucoup plus à l'aise rapidement sur le terrain et finalement ils ont pu aller plus loin et ils ont pu voir d'autres choses sur le terrain quand ils sont allés dans un univers industriel. Ça permet de se préparer en quelque sorte à l'avance. Ouais, tout à fait. Voilà, on gagne du temps entre guillemets et puis on amène des grands concepts d'opération, par exemple ici dans le cadre du démarrage d'équipements industriels, pas avoir à ramener quand on va derrière sur un site industriel et du coup on peut se concentrer sur d'autres choses. D'accord. Alors ce Labinov, finalement, c'est tout récent hein, puisqu'il a été créé en mars 2020, si je me trompe pas. Et quelle en est l'origine? Qu'est-ce qui a insufflé cette envie de créer le Labinov? Alors, ce qui a suscité un peu l'origine de ça, c'est un projet qui a été réalisé, si je me trompe pas, vers 2016, qui s'appelle l'École 40, qui a été un projet assez fondateur pour l'innovation pédagogique ici à IFP School. L'idée, c'était de remonter des idées sur l'école dans laquelle nous aimerions enseigner ou dans laquelle nous aimerions étudier demain. Donc, on a fait participer énormément de personnes, que ce soit du personnel de l'école, des étudiants, des anciens élèves également. Et l'idée, c'était de remonter des grandes idées qu'on a pu comme ça classer finalement, hiérarchiser. Et puis, petit à petit, on passe au travers de ces 40 idées pour transformer l'école.
Et le laboratoire de réalité virtuelle que vous voyez ici derrière moi, ça a été une idée qui a été dans les premières à émerger, je dirais. Et voilà, on est assez content de cet endroit et ça permet vraiment de faire monter en compétence nos apprenants. Donc ça vient vraiment de ce projet d'école 40 initié en 2016. Alors, dernière question pour conclure. Est-ce que vous avez d'autres modules qui sont en préparation? Ouais, on a un gros module qui est en préparation pour tous les étudiants du centre motorisation mobilité durable. Là, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir en fait monter et démonter des groupes motopropulseurs hybrides et électriques. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est encore en cours de développement. Mais là, le gros intérêt, c'est qu'on n'a pas forcément la possibilité de former nos 80 étudiants de ce centre à l'habilitation électrique. Donc là, la réalité virtuelle a tout son sens. Et on a vu aussi des images d'un module sur la lutte contre l'incendie qu'on est également en train de développer, à la fois pour nos étudiants, mais aussi pour IFPEN, qui est la maison mère de IFP School. Très bien. Merci beaucoup Clément pour toutes ces explications qui étaient bien réelles. Et puis je vous propose qu'on retrouve Fred en plateau. C'est tentant, en tout cas, ça donne peut-être encore plus envie de se former, non? C'est quand même... Oui, c'est toujours plaisant de voir un peu ce qui se passe avec ces casques de réalité virtuelle. Après, effectivement, comme le disait très bien l'intervenant, il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas juste un effet waouh. Ça, l'effet waouh, ça permet d'attirer. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. ouais. Mais ensuite, il faut que ça serve, que ça soit vraiment utile pour que ça soit pertinent. Ouais, on peut s'amuser et apprendre des choses. Oui, mais il y a Bah, d'autres situations. Je vois, moi j'ai un collègue qui a développé une entreprise qui s'appelle VR 2 Planète et qui lui utilise ça pour sur Mars notamment, avec en réalité virtuelle les paysages martiens. Donc déjà c'est plaisant du point de vue de la diffusion des connaissances, ça permet de montrer, de s'immerger un peu dans ces paysages martiens qui maintenant sont imagés avec des précisions absolument incroyables, avec des qualités d'image incroyables. Et ensuite ça permet aussi aux étudiants qui apprennent la planétologie de Mars de s'immerger sur Mars. Ça permet aussi aux gens qui travaillent sur le rover, où est-ce qu'on va le faire aller, de faire des réunions dans un paysage martien. Il n'y a pas besoin de faire ça, mais en le faisant, ils sont aussi immergés dans le paysage qu'ils sont en train d'explorer avec le rover en question. Et on peut même imaginer en géologie, par exemple, il y a des extensions possibles, d'abord avec d'autres planètes, la Lune peut-être, mais aussi en géologie. Imaginez des images à très haute résolution de zones géologiques, eh bien vous pouvez faire voyager 20 étudiants sans les déplacer. Et ensuite, la géologie, c'est quand même un métier de terrain. Il faut y aller. À un moment donné, il faut y aller. Mais ça permet une découverte en utilisant des images de très haute qualité et d'immerger les étudiants dans un site. Et puis il y a des univers où ça coûte cher d'y aller, où les univers sont préservés aussi, etc. Et puis on peut imaginer aussi, bien sûr, que ça limite l'impact du déplacement. Tout à l'heure, Julien en parlait. Après tout, ces systèmes-là peuvent pour partie limiter, parce qu'ils ne sont pas virtuels au sens immatériel. Derrière, il y a des machines, derrière, il y a des centres de calcul, derrière, il y a de l'électricité, il y a des matières. De l'énergie. Donc voilà, on peut essayer de se dire, est-ce que, d'une certaine façon, ça ne va pas un peu réduire l'impact aussi des enseignements, recherche bon, ça serait à chiffrer, évidemment. Bien sûr. On va faire un petit exercice tout à l'heure, très vite, sur la démarche scientifique. Je voudrais un petit mot quand même, puisqu'on est dans le ludique de ce jeu vidéo que vous avez lancé. Il a été entièrement fabriqué au CEA, oui, absolument, en interne. C'est un jeu qui s'appelle Le Prisonnier Quantique, qui a été fabriqué en interne au CEA, développé en interne au CEA, donc c'est-à-dire c'est un jeu qui n'a pas un budget évidemment spectaculaire comme les grandes franchises de jeux vidéo, évidemment, mais c'est un jeu qui utilise un mode de fonctionnement qui parlera aux plus anciens, disons. Il y a un scénario. C'est point and click, mais c'est un jeu, c'est un vrai jeu, et ça, ce qui est important, c'est-à-dire que pour qu'on soit... Pareil, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, il faut que ce soit un jeu plaisant, avec une intrigue, avec un scénario, quelque chose qui soit esthétique. Et puis, derrière, il y a des énigmes à résoudre, puisque c'est une jeune fille qui s'appelle Zoé, qui mène une enquête pour retrouver un physicien qui semble avoir complètement disparu. Et pour, évidemment, le retrouver, elle va devoir résoudre un certain nombre d'enquêtes fondées sur la science. Alors, le jeu s'appelle Prisonnier Quantique parce qu'il y a une affaire de physique quantique derrière, bien sûr, mais au détour de toutes les enquêtes, toutes les énigmes que doit résoudre Zoé, eh bien, elle va naviguer dans tout un tas de disciplines qui peuvent être la physique, la chimie, la biologie, l'électronique, etc. Et donc, se balader dans tout un tas de disciplines scientifiques et techniques, de sorte qu'elle arrive finalement à comprendre ce qui est arrivé aux physiciens disparus. C'est en ligne, c'est accessible à tous, c'est gratuit, il faut le préciser. Oui, ça prend...
petit jeu. C'est pas péjoratif du tout de dire ça, c'est un petit jeu, c'est-à-dire une douzaine d'heures. Ça peut vous occuper sérieusement. Non, les grands jeux, des grandes sorties, c'est des centaines d'heures de jeu. Là, c'est une douzaine d'heures. On peut être accroché. Il y a évidemment des énigmes. Et une chose qui nous paraissait important, c'est qu'on ne soit pas pénalisé si on rate. Donc, si on rate, on ne perd pas de points. Donc, ce qui compte, c'est de trouver les réponses par essai-erreur, en étant un peu guidé éventuellement. Il y a des petites vidéos éventuellement qui rentrent encore plus dans le détail. Mais l'idée était vraiment de ne pas pénaliser les fautes. Donc, on ne perd rien à se tromper. Au contraire, on apprend plus en se trompant. Bon, alors ça muscle un peu les connaissances, évidemment, mais ça permet aussi de développer un peu la démarche scientifique, pas un peu d'ailleurs, un petit peu. Oui, oui, c'est ça. Il y a quelque chose comme... Finalement, on doit résoudre des énigmes, on mène une enquête, et finalement, la recherche scientifique, en physique en particulier, c'est quelque chose comme des énigmes, le fonctionnement du Soleil, l'âge de l'univers, ce qu'on va faire maintenant, oui, comme exemple, mais qui permettent de résoudre, de mener une enquête sur ce monde qui s'offre à nous et dont on doit décrypter finalement les mystères pour notre compréhension du monde, pour mieux le saisir. Alors, ouais, on va essayer de la alors on peut montrer ça, exactement, on peut faire ça en direct, pratiquement. Il y a une petite image, alors je vais préparer un petit exercice. Donc là d'abord on part d'une image qui est d'un film bien connu, qui est une image du film qui est Avatar. Sur l'image du... C'est toi qui lance ces images? Oui, alors moi je l'ai là sur mon écran, je ne la vois pas. Ah voilà, on la voit sur le retour. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? D'abord, c'est toujours important de comprendre qu'est-ce que l'on voit, parce que sinon on ne peut pas vraiment réfléchir. Ça ressemble à la Terre. On voit du vert sur le monde qui est devant, du vert, du bleu. Le vert, c'est seulement les continents avec des arbres. Le bleu, les océans. Le blanc, les nuages. Mais en fait, ce n'est pas du tout la Terre. C'est un monde qui s'appelle Pandora. Je dis un monde et pas une planète, parce que ce monde est en orbite autour d'une planète qui se trouve être l'énorme géante gazeuse qui est derrière, qui est la planète Polyphème, qui ressemble d'ailleurs diablement à Jupiter avec cette énorme tache que l'on voit, cet énorme tourbillon que l'on voit. Et puis on voit un petit peu en bas à droite, tout petit peu proche de Pandora, on voit le vaisseau qui a amené les humains depuis la Terre. Et puis à gauche, on voit un petit machin, une petite tache noire. Bon, déjà, on va se concentrer sur Pandora. Et la question qui est posée, quelle est la source, la direction de la source de lumière qui éclaire la scène? Voilà, donc je livre ça à votre sagacité, Fred, Julien, si vous voulez répondre. Alors là, évidemment, on voit directement Julien. Oui, alors à première vue, on dirait ça vient de la gauche. Voilà. Oui, exactement, exactement, c'est une bonne réponse, c'est une réponse acceptable, mais on va voir qu'on peut faire beaucoup mieux, bien sûr, parce que quand on dit à gauche, il y a beaucoup de gauche, si je veux dire, il y a à gauche vers le haut, vers le milieu, vers le bas, bon bref, il faut essayer de préciser un peu les choses. Et donc toute la difficulté, ça va être de trouver une réponse qui soit suffisamment précise pour qu'elle soit compréhensible par tous dès qu'on a l'image devant les yeux. Parce qu'à gauche, il y a plein de directions possibles. Alors, il y a un point qui est important, il y a un élément important de l'image qui est ce qu'on appelle le terminateur. Le terminateur, c'est cette ligne que j'ai matérialisée par cette ligne jaune, qui est cette ligne qui sépare le jour de la nuit. Donc le jour, parce que c'est le côté éclairé de Pandora, la nuit, c'est le côté qui est plongé dans l'ombre, et donc il y fait nuit. Alors on se dit, si on sait matérialiser ce terminateur, où est la source de lumière? Alors on a envie de dire, dans la direction perpendiculaire au terminateur, côté jour. Voilà une réponse possible. Alors vous voyez que c'est une réponse qui est beaucoup plus technique plutôt que de dire à gauche. Finalement, ce qui est déjà un élément de réponse. On a bien compris que, bien sûr, ça vient plutôt de la gauche à cause de la partie éclairée de Polyphème et de Pandora. Bien, on se dit, une réponse précise, ça serait dans la direction perpendiculaire au terminateur, côté jour, ou opposé au côté nuit. On voit déjà que la réponse, elle est plus technique, elle est plus longue, mais elle est beaucoup plus précise. Et donc ça, c'est très important, la notion de vocabulaire, de précision dans le langage, quand on veut expliquer quelque chose, se faire comprendre, et surtout le communiquer de façon très détaillée. Alors, on peut se demander, est-ce que dans cette image, il y a d'autres éléments qui vont dans le même sens? Alors, on peut regarder le petit satellite qu'on voit à gauche, qui est petit. Qu'est-ce qu'il a? Il a aussi un terminateur. Voilà, il est là. Il a aussi la perpendiculaire au terminateur. Et regardez mes deux flèches jaunes, elles semblent parallèles, elles le sont quasiment. Et donc, ça désigne la même direction. Donc, on se dit, si je regarde l'élément central de l'image, Pandora, ça me désigne une direction très particulière. Je regarde le petit satellite, je fais le même travail. C'est un peu plus compliqué parce qu'il est petit, il faut être plus précautionneux, mais ça désigne à peu près la même direction, donc on est satisfait, on a l'impression que vraiment ça vient de la gauche, enfin de en haut à gauche, et on a même une direction très précise qu'on peut représenter. Alors maintenant, question suivante, qu'est-ce que c'est que ce bidule noir, cette petite tache noire à la surface? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez une idée, vous?
Ah bah, on dirait un morceau de matière noire qui absorbe toute la lumière. Là. Oui, alors ça peut être un morceau de matière noire, de quelque chose qui absorbe la lumière, effectivement. Voilà une possibilité. Il y en a tout un tas d'autres. Alors, celle que vous proposez, Julien, et toutes ces propositions sont pertinentes. Autrement dit, dans cette situation-là, il n'y a pas de bonne... Il n'y a pas de limite, on peut tout On fait ce qu'on imaginer. veut, exactement. Et On après, est faut libre voir. d'imaginer ce qu'on veut. Ensuite, la question suivante, c'est de se dire, est-ce qu'on peut qualifier chacune des propositions, quand même les jauger? Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes? Alors par exemple, une autre proposition qui m'a été faite en direct par des élèves, j'ai fait cette séance-là de nombreuses fois avec des élèves de CM2 ou de 6e, même des enfants donc, qui n'ont pas forcément de grandes connaissances scientifiques, mais qui déjà évidemment se posent des questions sur le monde. Alors on pourrait dire, c'est un autre satellite. Après tout, ça pourrait tomber sous le sens. Alors Bien sûr. si c'est un autre Qui passe satellite, devant. proposition acceptable. Si c'est un autre satellite, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Voilà le point important. C'est pas se satisfaire simplement de la réponse que l'on propose, mais de se dire, est-ce que je peux juger de la pertinence? Si c'est un autre satellite, il va être éclairé par la source de lumière qui éclaire la scène. Donc il doit avoir lui aussi un terminateur. Donc un côté jour et un côté nuit. Si on regarde attentivement le petit point noir, On va le voir. Julien l'a tout de suite vu, il est entièrement noir. Il n'y a pas de terminateur. C'est D'accord. une petite tache noire. Donc c'est pas un satellite. Donc si c'était un satellite, on est un peu ennuyé avec ça. Ça ne semble pas satisfaire aux conditions qui semblaient correctes quand on regardait les On est deux d'accord. autres éléments de la scène. Bon. Deuxième hypothèse. Alors une autre proposition, et qui est du même genre que celle de Julien, c'est-à-dire un peu curieuse. On aurait tendance à dire, oh, il se moque de nous, Julien. Non, eh bien justement, on la garde. On la garde pourquoi? Parce qu'elle nous fait réfléchir. C'est un trou dans la planète. Voilà une proposition qui m'a réellement été faite par un élève de CM2. Et alors je lui dis, mais alors ses camarades rigolent, mais je dis non, il a dit ça, il a une raison certainement. Je lui pose la question à l'enfant, il me dit, eh bien oui, quand on fait un trou dans une boîte, dans quelque chose, c'est noir. Eh oui, c'est pertinent. Donc il y a quelque chose qui fait sens quand il voit ce rond noir à la surface. C'est un trou dans la planète. Alors on pourrait discuter, il faudrait un trou vraiment profond pour que... Mais c'est un trou dans la planète. Alors en quoi cette réponse-là ne peut pas être acceptable une fois qu'on réfléchit mieux? Oui. Eh bien, la planète derrière est une géante gazeuse. Ça, faut le savoir. C'est du gaz. Ah voilà, il faut le savoir. Ou il faut la regarder et se dire, ah c'est grand. oui, c'est Elle une ressemble diablement à Jupiter, cette planète. Ça doit être une géante gazeuse. Donc ça tient pas. Et faire un trop, trou dans le gaz est un fluide, comme dans l'eau. On enlève du gaz, bah, il y a du gaz à côté qui vient combler le trou. Donc la planète n'étant pas solide, Ok. on peut pas considérer que le trou soit une hypothèse acceptable. Alors, D'accord. ça Troisième. pourrait être aussi... Alors, il y a une possibilité aussi que certains me font, notamment chez les adultes, me disent, c'est l'ombre du petit satellite. Bah pourquoi pas, ouais. L'ombre du petit satellite. Alors on se dit, ben oui, après tout, Mais bon, pourquoi la pas? direction. Mais alors, si c'est l'ombre du petit satellite, alors on va aligner l'ombre et le petit satellite, Ah oui. et ça va nous donner une direction. Ah oui. Et cette direction, elle n'a rien Ça à marche voir avec pas. les précédentes. On a l'impression que ça ne marche pas. Mais alors c'est là qu'arrive une discussion. Et on voit un autre élément important dans cette élaboration des connaissances scientifiques. On expose aux autres, on se confronte à leur avis. Et maintenant, quand même, tu sais qu'elle est gazeuse derrière, donc un trou, ça marche pas. Ah ouais, t'as raison. Mais alors du coup, c'est l'ombre de l'autre. Mais oui, mais moi je lui réponds, mais si c'est l'ombre, ça marche pas, c'est pas la bonne direction. Et là, on se rappelle que le système Polyphème Pandora est dans l'étoile et tourne autour du système d'Alpha du Centaure. Alpha du Centaure est une il y étoile a- qui existe réellement, la plus brillante de la constellation du Centaure. Et c'est un système à 2 étoiles. Ah là là. Il là pourrait y là, avoir ça donc complique 2 les choses. sources de lumière. Ouais. Donc ok, ça veut dire que c'est acceptable. Ça a l'air bizarre, Oui. mais Mais pourquoi après pas tout, 2 étoiles, Après tout, on 2 a- étoiles de Ouais. direction, ça peut marcher. Oui. Très bien. 2 étoiles de direction. Ton argument, je l'entends. Oui, mais attends, 2 étoiles de direction. Oui, on devrait avoir. Bah, et sur les autres, là, les autres, il ça doit y devrait avoir être une pareil. conséquence. Il doit y Bien avoir une sûr. conséquence. Il doit y avoir une conséquence sur le petit, mais aussi sur Pandora. Bien On sûr. devrait avoir 2 terminateurs, Ah puisqu'il y a oui. 2 sources de lumière. Ouais. Je n'en vois pas 2, donc ça ne marche pas. Et là, on voit qu'on est dans une situation, on se dit, si ce que tu dis est vrai, alors il doit se passer telle chose. Je constate que telle chose ne se produit pas. Donc, ce que tu as dit n'est pas vrai. Et donc, on est dans un raisonnement qu'on appelle par contraposition, où on regarde non pas si ce que tu dis va être vrai, mais s'il y a des possibilités que des conséquences de ce que tu dis soient faux. Et s'il y a des conséquences fausses, c'est-à-dire que je ne constate pas dans le réel d'observation ou d'expérience, alors ta proposition initiale, il y a un problème parce qu'elle a des conséquences qui ne tiennent pas la route. Et Alors. puis, dernière possibilité, Dernière. et c'est là presque la plus scandaleuse, on pourrait se dire, c'est l'ombre d'un autre satellite. Mais qui serait où Ben, en dehors du de champ, l'image. en dehors de l'image, puisque on ne le voit pas. Et il serait situé dans quelle direction? Eh bien, on peut la désigner, cette direction, parallèle aux 2 directions que nous avions déterminées initialement. Mais là, on est en train de faire quelque chose qui a l'air un peu scandaleux. On est en train de dire,
il y a quelque chose Qu'on d'invisible voit pas, donc c'est trop qui facile. explose, qui rend compte de quelque chose de visible. Et là, on aurait l'impression que c'est les fantômes, quoi. Ah, le truc est tombé, bah, c'est les fantômes. Mais on a le droit de faire ça en science. On ne peut pas s'arrêter là. Il faudrait maintenant demander des financements pour que la caméra C'est ça, d'Avatar avoir tourne, un champ plus le large. champ soit plus large, elle tourne, et qu'on voit qu'il y a bien un Mais satellite aujourd'hui, vous, supplémentaire. en astrophysique et les astronomes, vous avez des outils pour aller justement balayer Alors, on essaie, ailleurs et c'est-à-dire essayer de confirmer. Quand il y a des hein. propositions qui sont faites, tout à l'heure Julien parlait de matière noire, eh bien cherchons-la cette matière noire, cherchons-la. Et puis si ce truc est complètement noir, imaginons que ça soit effectivement une sorte de radeau flottant à la surface des nuages de Polyphème, parfaitement noir. Parfaitement noir. Bah, très bien. Mais du coup, s'il est parfaitement noir, qu'est-ce à dire? Il absorbe intégralement la lumière visible du soleil qui frappe ce radeau noir. Donc il chauffe. Alors, changeons notre longueur d'onde d'observation et passons en lumière infrarouge. Si ce machin noir devient extrêmement brillant parce qu'il est chauffé par la lumière qu'il absorbe et qu'il va rayonner en infrarouge, je dirais, Julien, respect, très bonne position, c'était défendable. Mais pour ça, il faut mener une investigation supplémentaire dont malheureusement je n'ai pas l'image en infrarouge. Donc si on c'est refait la toujours boucle, l'idée. la démarche scientifique, c'est comme ça. C'est une hypothèse. hypothèse. On fait des hypothèses qui ont l'air d'être pertinentes au regard du réel que l'on constate. Elles ont des conséquences, ces hypothèses. On va vérifier, c'est vous-même, votre équipe, d'autres gens, vont vérifier si vos hypothèses sont pertinentes dans le réel, les conséquences de votre hypothèse sont pertinentes. Si elles le sont, bien joué. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut dire que vous avez peut-être pas tort, pas faux, pas encore faux, peut-être ça reviendra un jour. Et en revanche, si les conséquences de votre hypothèse ne sont pas vérifiées, là vous avez faux. Il y a un problème quelque part. On vérifie tout, les observations, les mesures, les calculs, on vérifie tout. Et s'il y a un problème, il faut jeter, c'est le réel qui a raison. On jette l'hypothèse et on la remplace. Et donc, ce que disent les sciences finalement, ce dont parlent les sciences, ce qu'on enseigne à l'école, c'est l'ensemble des choses sur lesquelles on a tellement tapé dessus, elles ont toujours résisté, elles n'ont jamais été prises en défaut. Ça veut dire qu'elles sont justes, ça veut dire qu'elles ne sont pas fausses, mais ça fait longtemps qu'elles ne sont pas fausses. Vous m'avez dit, la science peut dire avec certitude ce qui est faux, mais pas ce qui est vrai. Exactement. On est sûr que c'est faux, les choses sont fausses, parce qu'elles ont des conséquences non pertinentes avec le réel d'observation Une petite ou nuance quand d'expérience. même, il faut faire attention, c'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en cause et raconter n'importe Exactement, quoi. Comme parce quoi, que les comme la choses Terre plate, dites, par exemple. les choses qu'on appelle les connaissances scientifiques, elles résultent d'une élaboration des connaissances. On a élagué les connaissances. Toutes les choses non pertinentes ont été éliminées et celles que l'on garde, elles n'ont jamais été prises en défaut. Donc peut-être elles le seront un jour, mais c'est pas parce que je le vaux bien. C'est pas parce que je pense que oui, non. Ouais, non. Il faut arriver avec des arguments. Les choses qui fonctionnent, on les garde jusqu'à preuve du contraire. Et parfois jusqu'au moment Eureka. D'ailleurs, nous, c'est notre heure Eureka Bon, de alors, cette Eureka. émission avec l'émotion de la découverte, Élodie. Aujourd'hui, j'espère vous surprendre grâce à cette recherche insolite. Les émotions sont au cœur de cette fête de la science, mais est-ce que vous saviez qu'elles ont des odeurs? Alors, bien sûr, quand je vous parle d'odeurs, je parle de tout petits composés chimiques qui vont être libérés par la peau ou la respiration et qui vont être bien sûr indétectables par notre odorat à nous humains. Une équipe de scientifiques s'est demandé si grâce à la chimie et au machine learning, l'apprentissage automatique, on pouvait mesurer ces émotions et notamment la peur et d'autres émotions ressenties par des humains qui regardent un film. Ils ont mesuré le dioxyde de carbone et une centaine de composés volatiles d'un groupe de personnes pendant qu'ils regardaient un film. Et ils ont pu détecter, suivant les scènes, plutôt de comédie ou plutôt de suspense, différentes molécules. Et ils ont pu reproduire ça et prédire quelles molécules allaient être produites. Cela même lors de différentes projections avec différents publics. Alors, souvent dans cette rubrique, je vous parle de recherches qui peuvent faire sourire, mais généralement, elles ont un intérêt scientifique. Ici, celle-là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir détecter des molécules relâchées par un groupe d'humains suivant différents stimuli, dans différentes situations, suivant différentes émotions, sans même pouvoir les toucher. Bientôt, peut-être qu'on sera capable de savoir à distance si vous avez ri à nos jeux de mots en carton depuis le début de cette fête de la science. Bon, on verra bien, on fera un petit sondage, Élodie. Vous avez eu un moment Eureka ou un moment fort en émotion
Moi, le moment assez fort en émotion, c'était l'année dernière quand on est allé faire une campagne à la mer avec le dernier Ashrov de l'Ifremer. C'est un engin de plongée. C'est donc un petit sous-marin téléopéré depuis le bateau. Une émotion à la fois d'immense joie, de fierté de pouvoir opérer ce robot sous-marin et de tristesse parce que on perdait avec toute cette technologie la magie un peu de l'exploration des grands fonds, puisque nos collègues des années 96 avaient fait cette mission en étant dans ce qu'on appelait le Nautile de l'Ifremer. Et ils étaient directement dedans. Directement dedans, à voir de leurs propres yeux. Donc à la fois joie et tristesse, on peut le partager. Mais c'est quand même bien de pouvoir être immergé, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Même en voyant vos images qui ne sont pas très profondes, on voit ce qui se passe là où on ne peut pas mettre nos yeux. Roland Oui, alors moi quand j'étais, oui, bah, c'est une émotion. Alors, il y en a eu de nombreuses. Maintenant, je suis vieux moi, hein, mais tout jeune, j'ai découvert Saturne. Quand j'ai dit j'ai découvert Saturne, c'est-à-dire vraiment j'avais une lunette que m'avaient offert mes parents. Je les ai tannés pour mes coffres vers 9 ans, une petite lunette astronomie, dont j'ai mis une semaine pour comprendre qu'il y avait une molette qui m'était nette. Et donc, bon, je passe les détails. Et quand j'ai compris qu'on pouvait mettre net, la première chose un peu spectaculaire que j'ai vue, il n'y avait pas la Lune en ce moment, à cette période-là. Je n'ai pas souvenir d'avoir voulu viser la Lune, donc elle n'était pas là. Et la première chose que j'ai vue d'un peu sérieuse, c'était Saturne. Donc je pointe ma lunette sur « Ah, ça c'est brillante », je vais regarder. Paf, je reconnais immédiatement Saturne, les autres Saturnes. Donc j'ai littéralement que vous aviez 9 ans. vu dans un bouquin avant, peut-être. Ah oui, j'avais voilà. je lisais des livres d'astronomie, je m'intéressais Ouais. beaucoup à l'astronomie. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais tanné mes parents pour qu'ils m'offrent cette petite lunette. Et j'ai découvert Saturne au sens, eh ben, je ne savais pas qu'elle était dans le ciel. J'ai pointé une étoile, un truc brillant, parce qu'il était brillant, en me disant, bon, on va regarder les étoiles brillantes. J'en avais vu une ou deux avant, et là, je suis tombé sur Saturne. Alors là, vraiment, ça fait le même effet que d'avoir vraiment découvert Saturne, au sens... alors évidemment, j'étais un peu en retard par rapport aux astronomes réels. C'était le début, c'est en fonction de l'âge. Hein, mais l'émotion était... je me rappelle bien, là, je ne l'ai pas l'émotion. perdu, hein, je peux vous dire, je suis resté avec l'œil et l'oculaire pour ne pas la perdre. Hein. Oh, merci. Bon, on va avancer dans l'émission. On va continuer sur l'intelligence artificielle, cette fois-ci au service de l'agriculture. Et cette fois, on va se rendre direction Saint-Mandé, à côté de Paris, où se trouve l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Exactement, et c'est ici qu'on rejoint Vivien Sainte-Phare-Garneau. Bonjour Vivien. Bonjour. Alors, vous êtes doctorant au laboratoire en sciences et technologies de l'information géographique de l'IGN, et vous allez nous expliquer comment vous avez boosté en quelque sorte les capacités d'apprentissage automatique d'un algorithme pour mieux classer les parcelles agricoles. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt de classer les parcelles agricoles ? Alors, l'idée de classer les parcelles agricoles, c'est que ça permet de générer une donnée qui ensuite a un certain nombre d'applications. On peut parler de faire un inventaire de la production agricole dans une certaine région, en regardant comment la parcelle a été utilisée d'une année sur l'autre, regarder si les rotations des cultures sont satisfaisantes. Et dans des pays comme la France et les pays européens où on a des subventions agricoles qui sont attribuées, ça permet aussi d'attribuer ces subventions. Ok, alors pour entraîner votre algorithme à reconnaître les différents types de cultures et donc de parcelles, vous avez utilisé des séries d'images satellites, des séries d'images temporelles. Pourquoi des séries d'images ? Alors, donc on sert de données d'un satellite qui s'appelle Sentinel-2, qui est un satellite qui passe au-dessus de n'importe quel point sur Terre tous les 5 jours. Et par contre, il a une résolution spatiale, donc la taille de chaque pixel, de l'ordre de 10 mètres. Donc avec 10 mètres, on ne va pas réussir à voir les épis de maïs, les épis de blé, etc. Mais donc du coup, on va se baser sur cette dynamique temporelle. Vu qu'on a une image tous les 5 jours, on peut voir l'évolution dans le temps de la couleur du champ, et on peut voir des moments clés. Et donc, c'est ça qui fait l'intérêt de ces données-là et qui permet de les utiliser pour faire des classifications de parcelles agricoles. D'accord. Alors, sur quelle période ? Vous avez donc tous les 5 jours une image, mais sur quelle période ? Alors, c'est sur toute l'année. En France, une saison agricole, c'est 1 an, d'à peu près octobre à octobre de l'année d'après. Et donc, on a une image tous les 5 jours. Simplement, parfois, il y a des nuages qui apparaissent. Mais on a une image peut-être nuageuse tous les 5 jours. D'accord. Alors, ces images, elles donnent d'autres informations. On peut aussi voir l'évolution, par exemple, de la couleur, du vert, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte comme information, ça ? C'est ça, il y a la couleur et il y a aussi, donc on a dans ce satellite, il y a des capteurs infrarouges
Et la réponse infrarouge de la surface de la parcelle, ça donne par exemple de l'information sur l'activité de photosynthèse des végétaux qui constituent la parcelle. Donc ça va donner des informations clés sur où en est la parcelle dans son cycle de croissance. Et voilà, la signature temporelle des végétaux qui composent la parcelle vont donner des informations clés pour savoir quel type de culture y était cultivé. D'accord. Alors, même avec cette série d'images, c'est quand même pas simple de classer les parcelles agricoles. Pour quelles raisons? Il y a pas mal de problèmes. On peut d'abord évoquer le fait que les modèles qui font sa classification de parcelles, ils doivent s'adapter à, par exemple, toute la France, donc des régions différentes. Et des régions différentes, ça veut vouloir dire des météos différentes, et rien que ça va influer sur les données qu'on va récupérer. Donc le modèle devra s'adapter à être capable de reconnaître un champ de blé qui soit cultivé en Normandie ou dans le Mâconnais. Et le fait qu'il y ait des variations en région, ça va aussi, par exemple, faire qu'il y aura des pratiques d'agriculture différentes. Ouais. La période de semis, par exemple, va pas être la même selon les régions, notamment à cause des problématiques, du contexte météo qui est différent. Et donc ça, c'est les données qui sont très variables. Et puis on a aussi d'autres problèmes plus du côté des types de cultures. On a beaucoup de cultures différentes. Il y en a 300 à peu près en France de types de cultures différentes. Et il y en a il y a des types qui sont plus rares que d'autres. Et comme l'a dit Julien Simon tout à l'heure dans le cas de la reconnaissance des poissons, il faut beaucoup d'exemples pour entraîner un modèle de machine learning. Et donc, quand on est dans le cas de types de cultures qui sont pas très fréquentes, on va avoir moins d'exemples. Et donc, ça va être plus dur pour le modèle de bien les reconnaître, de s'entraîner à bien les reconnaître. Donc, c'est un autre aspect problématique de ce problème de classification. D'accord. Alors, c'est pour ça que pour aider l'algorithme, vous lui avez fourni une information supplémentaire qui n'est pas dans les images satellites. Vous lui avez donné une sorte d'indice en lui disant finalement quelles sont les cultures qui se ressemblent le plus. Et pour ça, vous êtes basé sur un arbre, ce qu'on appelle un arbre taxonomique. C'est quoi un arbre taxonomique ? L'idée d'un arbre taxonomique, c'est on a un ensemble mettons 300 types de cultures différents, et on va les regrouper en familles et sous-familles, etc. On va par exemple regrouper les différentes classes de céréales ensemble, en regroupant d'abord les différentes céréales d'hiver, puis les céréales d'été, et d'un autre côté, on va regrouper les différents arbres fruitiers, et petit à petit construire des groupes de classes qui se ressemblent et hiérarchiquement pour construire notre taxonomie. Et donc l'idée, c'est que dans cet arbre hiérarchique, deux cultures qui sont proches dans l'arbre ont des aspects communs et donc ont une distance plus faible que des cultures qui sont loin dans l'arbre. Donc, par exemple, si on prend deux classes de cultures de céréales, l'orge et le blé vont être plus proches dans cet arbre que l'orge et un arbre fruitier comme le poirier, par exemple. D'accord, donc on arrive à définir une notion de distance dans cet arbre. Donc autrement dit, en fait, plus les cultures sont proches, plus elles ont des points en commun, plus elles se ressemblent, donc potentiellement on peut plus facilement les reconnaître. Alors comment vous passez, on va s'intéresser plutôt à la méthode maintenant, comment vous passez finalement d'une image satellite à un premier classement en quelque sorte des parcelles agricoles ? Alors, ce que fait en premier lieu, donc on utilise des méthodes de machine learning, d'apprentissage automatique, et la première chose que font ces méthodes, c'est de transformer nos données d'entrée, donc notre série d'images, en un certain nombre de caractéristiques. Pour se fixer les idées, on peut imaginer qu'il y a deux caractéristiques. Ça pourrait être la date du début de la croissance des végétaux sur la parcelle et la couleur de la parcelle à la fin du printemps, par exemple. Donc, ce que fait le modèle, c'est en premier lieu de transformer nos données compliquées, notre séquence d'images qu'on avait en entrée, en ces caractéristiques. Donc, on s'est dit, on va dire qu'il y a deux caractéristiques pour pouvoir le visualiser simplement. Donc, chaque série d'images qu'on avait en entrée, maintenant, on va pouvoir la représenter par un point dans notre espace à deux dimensions qui sont les deux caractéristiques. D'accord. Et donc, si nos caractéristiques sont pertinentes, si notre modèle est bien entraîné, les parcelles de la même culture vont se retrouver dans le même voisinage dans cet espace de même caractéristiques, parce qu'elles vont avoir
par exemple la même date de début de croissance ou quelque chose de similaire, et elles vont avoir à peu près la même couleur à la fin du printemps. Donc du coup, elles vont se retrouver, elles vont former une sorte de voisinage dans cet espace de caractéristiques, et on va pouvoir ensuite se baser là-dessus pour faire la classification. Dire voilà, ce groupe-là de parcelles qui a telle caractéristique, ça, c'est du blé. D'accord, alors ça c'est un premier regroupement en quelque sorte, mais c'est pas fini parce que maintenant il faut ajouter finalement cette notion de distance avec l'arbre taxonomique. Et comment on fait en fait? Voilà, donc c'est au niveau de cet espace de caractéristiques qu'on a modifié un peu nos modèles de machine learning pour faire en sorte qu'ils intègrent cette taxonomie dans leur modélisation. Et donc, ce qu'on fait, c'est ce qui est représenté sur le schéma là, c'est que si on a, mettons qu'on avait 10 classes qui s'organisent comme ça dans l'espace à gauche, si on ne dit rien au modèle de plus, ils vont s'organiser un peu comme ça l'arrange. Alors par exemple, ça veut dire que les numéros, par exemple, ça correspond à une culture. Par exemple, le 5 et le 2, ça pourrait être le blé et l'orge. Donc là, on voit qu'à gauche, ils sont répartis, ils ont l'air plutôt séparés là à gauche. Ils sont séparés, mais par contre, ceux qui sont voisins vont pas forcément être ceux qui sont voisins dans la taxonomie. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute, quelque chose dans l'entraînement de notre modèle pour qu'il fasse en sorte de mettre que deux cultures qui sont voisines dans la taxonomie se retrouvent voisines aussi dans cet espace de représentation. Donc, si le blé et mettons que le blé et le colza ou l'orge, c'était le 0 et le 9, on voit que sans notre modèle, ils vont se retrouver un peu distants dans l'espace de représentation, alors que dans l'arbre, ils sont proches. Et donc, ce que fait notre méthode, c'est de faire en sorte que l'organisation de l'espace de caractéristiques respecte la taxonomie. Donc là, les deux classes 0 et 9 qui sont voisines dans la taxonomie vont se retrouver aussi voisines dans l'espace de caractéristiques. D'accord, c'est ce qu'on voit à droite. Et donc finalement, il rétablit un peu la vérité scientifique en quelque sorte. Alors finalement, avec cette méthode, vous avez amélioré les performances de l'algorithme, mais vous avez aussi réduit la gravité des erreurs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça ? C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout si on prend en compte les applications des prédictions du modèle. Si on garde dans l'idée qu'on a cette distance entre les classes, qui correspond à quel point les classes se ressemblent, du coup, on va pouvoir mesurer un peu à quel point une erreur que fait le modèle est grave. Si on a un modèle qui nous prédit de l'orge alors que c'était du blé, il a confondu deux types de céréales, on peut lui pardonner. Il a prédit quelque chose qui était de l'orge, il a vu une parcelle d'orge, il a prédit un pommier. Là, c'est plus grave parce que la distance entre ces deux classes est plus grande. Donc, avec cette distance taxonomique, on peut définir une sorte de gravité des erreurs du modèle. Et donc, ce qu'on a montré dans notre projet, c'est qu'avec notre méthode, on peut réduire la gravité des erreurs. Donc, le modèle, quand il se trompe de manière plus cohérente. Il va avoir plutôt tendance à se tromper entre différentes classes de céréales ou entre différents arbres fruitiers, etc. Et ça, c'est aussi intéressant pour les applications, par exemple pour l'allocation des subventions ou d'autres, où justement, typiquement la subvention va dépendre de la famille de culture que c'est. Et donc, on se rend bien compte de l'importance, d'éviter cette erreur. Bon, merci beaucoup Vivien pour toutes ces explications. Je vous propose maintenant de continuer dans l'agriculture numérique avec le prochain invité, et pour ça, direction le Puy-de-Dôme. Voilà, on va aller à Aubière, exactement. C'est à côté de Clermont-Ferrand. Et nous sommes avec Jean-Pierre Chanet. Bonjour Jean-Pierre Chanet, vous nous entendez ? Bonjour, très bien. Très bien, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes directeur de l'unité de recherche technologie et systèmes d'information pour les agrosystèmes, et vous êtes à l'INRAE. Précisez-nous, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre unité de recherche ? Dans notre unité de recherche, on fait des développements autour des technologies pour accompagner l'agriculture, notamment dans la transition agroécologique. Donc, on fait des travaux autour de la robotique, des agroéquipements et de tout ce qui est agriculture numérique. C'est ça, parce que dans le titre de votre unité, il y a bien marqué agrosystème, agroécologie. Je voulais tout de suite vous poser une question, parce que je sais que parfois il y a un petit peu de polémique autour de ça. Est-ce que les nouvelles technologies, elles ne sont pas forcément antinomiques d'une agroécologie, voire d'une agriculture biologique ?
Ah non, elles sont bien au contraire, elles peuvent aider et accompagner à deux titres d'ailleurs. Elles peuvent aider la recherche pour mieux comprendre l'évolution des cultures en fonction des conditions, notamment du changement climatique. Donc c'est des outils importants pour la compréhension, pour aider les agronomes. Et puis aussi pour aider les agriculteurs, c'est un outil important. Ça leur permet de prendre des décisions à bon escient, au bon moment, en fonction de leur contexte d'exploitation et puis des conditions climatiques. D'accord. Et de toute façon, l'agriculteur reste toujours le décideur. Ah, c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils qui l'accompagnent, qui lui permettent de prendre les bonnes décisions, mais au final, c'est lui qui choisit, qui décide de ce qu'il va faire ou pas faire, suivant s'il veut prendre plus ou moins de risques en fonction de sa volonté de pilotage de l'exploitation. Il y a différentes technologies, on va y revenir. Il y a des capteurs, il y a des drones, il y a des images satellites aussi. Quelles sont les principales applications et les principaux services que l'intelligence artificielle peut rendre aujourd'hui à l'agriculteur? Il y a pas mal de travaux sur tout ce qui est apport des intrants pour les parcelles, donc comment on peut avoir des préconisations pour apporter de la fertilisation. Là on voit un exemple d'un drone qui vole, qui permet de voir sur les cultures les manques d'azote par exemple, et apporter les bonnes doses d'azote au bon endroit sans en mettre trop. Voilà, ça peut être aussi des outils pour le pilotage de l'irrigation, donc comment économiser l'eau et vraiment apporter la bonne quantité d'eau au bon moment et pas trop gaspiller l'eau. Voilà, ça peut permettre ce type d'intervention sur les cultures. Bon, derrière ces capteurs, bien sûr, il y a toute une analyse de données qui est faite. Oui, bien sûr. Donc on l'a vu déjà au cours de l'émission, donc les technologies d'intelligence artificielle qui permettent à base de toutes ces données qui sont de plus en plus nombreuses parce qu'il y a de plus en plus de capteurs connectés qui remontent de l'information, les drones qui fournissent de l'information en grande quantité, les satellites. Et donc toutes ces données peuvent être traitées, analysées pour pouvoir prendre des décisions. Par exemple, oui. Des caméras pour pouvoir reconnaître les adventices, c'est-à-dire les plantes, les mauvaises herbes, comme on dit classiquement, et donc pouvoir identifier les mauvaises herbes et pouvoir faire du désherbage très ciblé sur juste les mauvaises herbes et préserver la culture. Et éventuellement, après, envoyer un robot pour enlever les mauvaises herbes. Tout à fait, faire du désherbage mécanique de précision pour enlever juste ce qu'il faut. Donc, ça vous permet de recueillir des données météo, la température, etc., des données sur le sol aussi, qui sont liées au sol, l'évolution des cultures, ça peut quasiment tout faire. Oh, pas encore tout, parce qu'il y a encore pas mal de travail de recherche, notamment autour de tout ce qui est maladies, bioagresseurs. Donc là, il y a encore pas mal de travail de recherche pour reconnaître de manière très précoce les maladies, les agresseurs, pour pouvoir intervenir très tôt sur les cultures, pour éviter d'avoir des traitements trop forts, ou pouvoir intervenir dès l'apparition de certaines maladies sur quelques plantes, et donc on peut intervenir rapidement avant que tout le champ soit contaminé. On voit des capteurs au sol, d'ailleurs on les voit pousser de plus en plus, si j'ose dire, dans les champs. C'est quoi leur principale fonction ? Les principales fonctions, c'est vraiment ce que vous avez dit avant, donc humidité du sol, température, pluviométrie, et puis on a aussi des capteurs qui suivent plus près, notamment sur les fruitiers, des capteurs ou la vigne qui suivent le développement de la végétation, la taille des branches, des ceps, des indications précises sur le stade de développement des différentes cultures. Alors toutes ces données qui sont collectées par exemple par des capteurs, derrière il faut que il y ait un service qui soit proposé aux agriculteurs pour pouvoir les analyser, ou l'agriculteur doit être formé ? L'idée c'est vraiment d'avoir des services qui prennent en compte les données, qui font de l'interprétation de ces données, donc soit
par des modèles agronomiques classiques, soit par des nouveaux modèles à base d'intelligence artificielle, et après donner à l'agriculteur des recommandations pour qu'il puisse intervenir sur ces parcelles. Donc c'est tout un ensemble, c'est un service. Le capteur en lui-même est souvent peu utile, il faut derrière de la connaissance, de l'intelligence. Et puis souvent, il faut agréger des capteurs de différents sites, de différents agriculteurs. La donnée doit être mutualisée entre les agriculteurs pour pouvoir prendre en compte les hétérogénéités spatiales et puis temporelles. Voilà, c'est important d'avoir de la donnée issue de plein d'endroits différents. Je voyais dans un document de Ternet Media, je pense que vous connaissez ce chiffre, la moitié des 20 000 drones civils en France, alors il y en a peut-être un peu plus, c'est un chiffre de 2017, il y en a plus aujourd'hui forcément, mais la moitié des drones civils sont utilisés par des agriculteurs, c'est énorme. Oui, le secteur est bien développé en agriculture, le secteur des drones, et même on peut aussi dire de même sur la dimension robot. L'agriculture mobilise déjà beaucoup de robots, et donc c'est des secteurs assez porteurs pour ces technologies, avec des applications assez efficaces dans le cas des drones, pour la fertilisation par exemple, pour les agriculteurs. C'est des éléments importants maintenant de la décision agricole. Oui, alors il faut quand même, pour piloter un drone, avoir non seulement une formation, mais une autorisation. Ça veut dire que les agriculteurs font appel à des services, ou ils le font eux-mêmes? Ils font souvent appel à des services, donc soit les drones sont opérés par des sociétés indépendantes, des sociétés, des prestataires de services, mais ça peut être aussi des drones à l'échelle des coopératives agricoles avec un pilote, et donc qui est mutualisé entre les différents adhérents de la coopérative. Mais c'est vrai que c'est pas des outils individuels pour chaque agriculteur, il faut mutualiser ce type d'équipement. Vous voyez un intérêt des agriculteurs actuellement, vous, qui croient pour ces technologies numériques? Oui, il y a un réel intérêt, un réel essor pour les choses qui apportent des réelles avancées à l'agriculture. Donc, il y a beaucoup d'effervescence autour des technologies. Donc, il y a des technologies qui ne sont pas encore tout à fait matures, mais il commence à y avoir des technologies bien matures, et les agriculteurs ont de plus en plus d'appétence pour ce type de service, qui aide beaucoup parce que ça permet de faire de l'observation à grande échelle des cultures sans avoir à aller en permanence sur les parcelles. Oui, bien sûr. Une dernière question. Pour faire de l'agriculture connectée, c'est bien, mais encore faut-il avoir une connexion. Est-ce que c'est le cas partout en France? Non, malheureusement, il y a encore pas mal de zones, peut-être pas blanches, mais grises, qui ne sont pas encore couvertes par les dernières avancées technologiques 4G et puis demain 5G. Donc il y a encore pas mal de travail de la part des opérateurs pour arriver à couvrir un peu tous les secteurs, notamment en moyenne montagne, dans les secteurs un peu vallonnés, où là c'est plus compliqué d'atteindre toutes les parcelles agricoles. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Chanet. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, et puis merci. On va poursuivre, on s'approche de la fin de cette émission avec bien sûr la découverte à l'étranger d'astuces, de méthodes qui permettent de transmettre la connaissance de façon ludique, parfois insolite. C'est le tour du monde d'Élodie. Et alors aujourd'hui, dans ce tour du monde, je vous emmène en Angleterre, mais vous allez voir que ce projet va bien au-delà de notre Terre. C'est un mini-tour de l'univers, en fait, que j'essaye de vous faire ce soir. L'initiative dont je vais vous parler est partie tout simplement de la volonté de Nicolas Bone, qui est un astronome à l'université de Portsmouth et qui est malvoyant. Et il a eu vraiment des difficultés quand il était plus jeune pour pouvoir s'intéresser à l'astronomie. Et il a voulu aider les plus jeunes comme lui qui étaient malvoyants, qui avaient un handicap visuel. Et il s'est dit, pourquoi pas leur faire découvrir l'astronomie à travers le toucher. C'est comme ça que Tactile Universe, l'univers tactile, est né. Il fabrique des modèles imprimés en 3D de galaxies qu'on voit à l'écran. Là, vous voyez une jolie vidéo du modèle qui bouge. Ils les font découvrir aux plus jeunes sur leur site
on peut trouver ces modèles. Si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez tout à fait l'imprimer. Vous retrouverez aussi des kits avec des explications, notamment sur comment utiliser ces modèles, mais aussi plein d'explications sur les galaxies qui sont modélisées dans ces plaques. Donc là, on voit sur les images des enfants découvrir les galaxies grâce au toucher. Je ne sais pas vous, mais moi, découvrir la science grâce au toucher, ça me dit vraiment bien. Alors ça, c'est une expérience intéressante, Roland, qui doit vous intéresser, non? Oui, absolument, absolument. Ça fait partie de découvrir l'univers en général, l'astronomie en particulier, mais par tous les sens. La vue tombe sous le sens, si j'ose dire, mais là, le toucher, je trouve que c'est absolument génial de pouvoir faire ce genre de choses. Il y a eu d'autres expériences quand tu fait aussi de sonifier, si j'ose dire, de rendre sonore des expériences de physique ou des observations pour donner une impression auditive de phénomènes qui d'habitude ne s'apprécient qu'avec les yeux. D'accord. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on peut aussi aller sur le site et faire une impression 3D. Alors évidemment, il faut y avoir une imprimante 3D. Là, c'est les avantages de la diffusion des connaissances par le biais des réseaux, de l'Internet en particulier. C'est-à-dire, quelqu'un fait un projet à un endroit du monde et s'il le rend disponible à tous les sources de son travail, que ce soit un programme, que ce soit les plans 3 dimensions, que ce soit les fiches pédagogiques, etc., eh bien, tout le monde peut les reproduire, les utiliser, et donc ça essaime d'autant plus vite. Ça diffuse. Voilà. Hein. Julien, la fête de la science, vous êtes amené à rencontrer des jeunes, des élèves à aller dans les écoles? Oui, pendant la fête de la science, en général, les portes sont ouvertes à l'Ifremer, et puis les portes sont en général aussi ouvertes à l'Ifremer pour les écoles en général. Que ce soit pendant des formations ou même pendant des stages. D'accord, très bien. Eh bien voilà, maintenant c'est l'heure de notre énigme et aujourd'hui, eh bien, elle vous est proposée par Sans-Gêne. Écoutez la question. Salut à tous. Alors les premiers hommes sont apparus il y a à peu près moins 200 000 ans dans la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, c'est les actuels Somalie, Kenya et Éthiopie. Ils avaient un visage simiesque et la peau foncée pour se protéger des rayons du soleil dans ces latitudes. Au fil du temps, l'homme a colonisé les 5 continents et sa peau s'est éclaircie pour pouvoir mieux profiter des rayons du soleil, plus rares dans les latitudes élevées et nécessaires à la génération de vitamine D. Voici donc mon énigme. Les premiers hommes qui sont venus s'installer en Europe, est-ce qu'ils avaient la peau foncée et puis ils l'ont perdue par sélection naturelle, ou bien est-ce qu'ils avaient déjà la peau claire et c'est justement pour ça qu'ils sont venus s'installer ici? Voilà pour l'énigme du jour. On se retrouve demain à 17h30. On va où pour le grand quiz? On part au Pays de la Loire. Dans les Pays de Loire. Tout à fait. Ouais, et en deuxième partie d'émission, avec nos invités, on va voyager en terres inconnues. On va passer des profondeurs des océans jusqu'à la surface de la Lune. Vous allez voir, le dépaysement sera garanti. Très bien, bon programme. On dit merci à tous nos invités qui ont été en duplex. On vous salue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, merci Roland, merci Julien. Ça a été super de vous recevoir. Et on vous dit à demain à 17h30. Bye bye. Vive la science. À demain.